Premier point, toujours aussi important, c'est la nomination du secrétaire il est arrivé à l'heure, pas comme conseil communautaire. Donc du coup, est-ce que tout le monde est d'accord pour que François du Sénat soit notre secrétaire, j'allais dire perpétuel, ou du moins jusqu'à la fin de ce mandat. Donc qui est pour? Merci beaucoup de cette désignation unanime. Deuxième point, ou premier point de l'ordre du jour, c'est l'approbation du procès-verbal du dernier conseil municipal. Est-ce que vous avez des demandes de modification, des remarques sur le projet qui vous a été envoyé sur ce procès-verbal? Non. Donc, est-ce qu'on peut passer à l'approbation? Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. Donc, premier point, et le second d'ailleurs dans la foulée, c'est Martine Maréchal sur décision modificative dans un premier temps sur le budget principal et notre débat d'orientation budgétaire qu'on fait avec un peu d'anticipation pour permettre justement, en cette période qui va s'ouvrir de campagne électorale, etc., de permettre aux associations d'avoir leur fonds de roulement et de pouvoir avoir leur dotation sans trou et de ne pas attendre 6 mois en 2026 avant de pouvoir enclencher. Donc, Martine et Colline, merci pour votre travail, Colline. À vous de vous présenter ces deux éléments. Voilà, bonsoir à tous. Donc, en premier, une décision modificative du budget principal 2025, comme vous l'avez reçu. En section de fonctionnement, il s'agit d'annuler 9 200 € de taxes foncières qui seront en moins à payer et de constater une charge exceptionnelle de la même somme pour une annulation de titres sur astreinte qui avait été émise et qui doit être annulée car elle ne sera pas payée. Voilà, donc ça s'équilibre avec ces deux montants. En section d'investissement, il s'agit d'opérations d'ordre. D'une part, de constater l'entrée du bureau du roi qui a été donc un don. Et donc, on a la même somme en augmentation de dépenses et de recettes pour 35 000 €. Et on a aussi une récupération d'avance sur travaux du beffroi d'un compte à l'autre, on va dire, pour 9 050 €. Voilà pour les deux décisions modificatives du budget 2025. Est-ce que vous avez des questions? Non, donc on va passer au vote. Qui est pour? Pas d'abstention, pas d'opposition, merci. Donc maintenant le débat d'orientation budgétaire avec le rapport donc qu'on va vous présenter. Donc on est bien sûr plutôt que les années précédentes pour vous le présenter. Laurent a expliqué pourquoi cette période pour voter le budget est commencée bien sûr par le débat d'orientation budgétaire. Nous aurons le vote du budget en décembre avant la fin de l'année. Donc ces comptes vont être présentés avant connaissance complète du CFU 2025, puisque l'année n'est pas terminée, mais Colline et ses services ont pu nous faire des projections les plus proches de la réalité de 2025. Nous sommes également avant vote de la loi de finances pour 2026, qui est en grande discussion, bien entendu. Si un jour il y a un vote, quoi, on verra bien. Voilà, mais ça, nous ne le maîtrisons pas. Donc, du coup, c'est faire un budget ou un débat dans ces éléments-là, c'est toujours un peu complexe, mais je ne suis pas sûr que dans 3 mois, on y voit plus clair. Voilà. Ceci dit, des règles déjà applicables ont été émises et transmises, donc Colline les a également retenues, notamment dans les recettes en baisse qu'on va vous présenter et on va vous donner tous les éléments. Effectivement, loi de finances 2026 avec les éléments qu'on en connaît, des recettes en baisse qu'on va détailler. Et il est établi également dans le cadre de dépenses de fonctionnement maîtrisées, comme en 2025 d'ailleurs, mais encore en 2026 avec un dialogue avec les services de manière à maîtriser toutes les dépenses. Et on va vous en présenter les détails. Voilà, donc le préambule, on l'a expliqué. L'environnement économique, pour rappeler, comme vous l'avez vu dans le dossier, que l'inflation de 2025 est à 1% et elle est prévue pour 2026 à 1,3%. Donc on est sorti des gros montants d'inflation.
Donc le projet de loi de finances, enfin, tel qu'on le connaît, hein, dans les éléments connus, prévoit de ramener le déficit public à moins de 5% du PIB en 2026, et bien sûr cela ira encore plus loin en 2029, ce qui fait qu'il y a nouveau projet de redressement des comptes publics par deux moyens, hausse des recettes fiscales et baisse des dépenses de l'État. Pour ce qui nous concerne, on ne parlera pas du DILICO dispositif qui concerne certaines collectivités, mais pas la nôtre. Mais en tout cas, il y a un gel de l'enveloppe dotation globale de fonctionnement qui va nous impacter pour une baisse de recettes de 11 000 euros. Il y a également surtout des réductions des enveloppes allouées aux compensations de fiscalité, notamment la dotation de compensation de la taxe professionnelle, ancien impôt qui était compensé, va baisser de 84 000 nous concernant. Et la compensation liée à l'abattement de 50% des valeurs locatives des locaux industriels, qui donc est à la baisse, mais dans notre cas pour 229 000 euros. Le fonds de remboursement de la TVA baisse également sur les dépenses de fonctionnement, est même supprimé, donc 24 000 euros de moins. Le total de ces réductions de l'État en baisse est de 348 000 euros de recettes. Nous allons faire comme... Et j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres avec la loi de finances, mais enfin, l'État a décidé de ponctionner les collectivités qui, elles, étaient économes, puisqu'on ne peut pas faire des budgets en déficit ou en déséquilibre. Donc l'État essaye de compenser un bout, et quelles que soient les tendances politiques des 30 dernières années, en allant chercher l'argent chez les collectivités territoriales, dont nous, et ce qui va nous obliger à voir comment on peut s'adapter. C'est l'objet de ce débat. Voilà, donc tout d'abord une rétrospective qu'on vous a présentée dans le dossier de 2022 à 2025. Bon, on va s'attacher à 2025. Donc en projection, on serait en charge de fonctionnement à 12 523 000 euros. C'est en dessous du budget de 1,4%. Et par rapport à 2024, cela constitue une hausse de 4,4% des dépenses globales. Dans ces dépenses, il y a principalement les dépenses de personnel, 60% du total, qui seraient d'un peu plus de 7 500 000 euros, donc en hausse de 4,6% et un petit peu moins que le budget. Donc on vous avait expliqué ces hausses-là. Les charges à caractère général, 3 500 000 euros, en hausse de 5,9% par rapport à 2024, tel qu'on l'avait vu en vote de budget 2025. Et restent les autres charges, 1 165 000 euros, qui seraient de 2,5% en hausse de 2024. Voilà, donc des charges vues dans les augmentations au niveau du budget primitif, et en tout cas en baisse par rapport à ce budget de 1%. Nos recettes de fonctionnement dans le même temps, donc en projection 2025, seraient en hausse à 14 909 000 euros par rapport au budget de 340 000 euros. Mais il s'agit de produits exceptionnels, on va dire, on a eu 160 000 euros de dégrèvement de taxes foncières des années passées, donc qu'on n'attendait pas, 60 000 euros de produits de cession diverses et 40 000 euros de pénalités complémentaires qu'on a perçues cette année. Donc cela fait nos 340 000 euros qu'on constate en plus du budget voté pour 2025. Par rapport... Il y a une interrogation là-dessus, c'est en fait le travail de Colline qui est allé demander des exonérations de taxes foncières, ce qui nous avait été mis à notre charge et sur lequel on a obtenu le remboursement. Donc qui deviennent de fait un produit quasi exceptionnel sur 2025. Et bien évidemment, ce qu'on a cette année, on ne l'aura pas l'année prochaine, mais on est content de les prendre et merci du travail effectué, Colline. Et on remarquera que alors le budget impôts et taxes, qui est le gros budget des recettes, à 11 292 000 euros, évoluera en 2025 de 1%, comme on l'avait prévu aussi dans le vote du budget. Le résultat des chiffres que je vous ai donnés pour 2025 permettrait d'atteindre une épargne brute de 2 386 000 euros. C'est mieux que le budget pour les recettes en plus et les dépenses en moins qu'on vient de voir. Donc on serait à 500 000 euros à peu près au-dessus du budget prévu.
Et pour rappel, l'épargne brute 2024 était de 2 751 000 euros. Donc là aussi, on l'a dit tout à l'heure, 2025 était en forme de dépense maîtrisée qui a permis de dégager une épargne brute au-delà de 2 millions d'euros. Après remboursement du capital des emprunts, l'épargne nette 2025 est autour de 1 438 000 euros. Concernant les investissements, donc, on atteindrait en 2025 6 416 000 euros de dépenses, un peu moins que ce qui avait été prévu, mais ça c'est des reports de travaux sur 2026. Le financement de ces 6 400 000 euros est fait par l'épargne nette, par des ressources propres qui sont le fonds de remboursement de la TVA et la taxe d'aménagement, des subventions pour 900 000 euros. Et cela donc a pu se financer sans emprunt en 2025, qui avait été prévu initialement, mais c'était pour couvrir l'ensemble des dépenses. Voilà, donc aucun emprunt nouveau en 2025, c'est toujours une bonne chose. Et nous avons une trésorerie de clôture à un peu plus de 1 700 000 euros. Enfin, nous aurons au 31 décembre de cette année. Ça, c'est l'argent parce que Thierry pose des questions à Gilou. Je ne sais pas si Gilou va le renseigner, mais c'est l'argent qui est chez le trésorier, qu'on ne peut pas placer. Donc, on en avait beaucoup, 4,2 millions. Donc, on a préféré utiliser ces éléments-là plutôt que de faire de l'emprunt. Je pense que c'est une saine gestion. Et je voudrais attirer votre attention sur le montant cumulé sur les 4 dernières années. On a quand même réalisé plus de 25 millions d'euros d'investissement. Ça veut dire qu'il y a eu quand même beaucoup de projets qui ont été poussés sur ces 4 dernières années. Et donc, merci à chacun, parce que c'est indépendamment des chiffres. Et à côté des chiffres, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup du travail et des services et des adjoints dans leur délégation pour arriver à avoir un chiffre d'investissement de 25,5 millions sur 4 ans, ce qui est un bel effort là-dessus. Voilà, donc nous allons passer à 2026 maintenant, donc à ce rapport d'orientation budgétaire. Regardons les recettes en priorité, enfin pour démarrer. Donc budget 2026, 14 284 000 euros de recettes pour 14 909 000 en 2025. 600 000 euros de moins en prévision. Les dotations ou baisse des compensations, comme on a vu tout à l'heure, 348 000 euros viennent expliquer cela. Et également les produits exceptionnels, 210 000 euros de gestion dont on a parlé pour 100 000 euros. Produits de gestion que je vais vous détailler d'ailleurs, viennent donc en définitive s'ajouter pour faire la baisse de recettes de 600 000 euros qu'on doit constater en 2026. Les 100 000 euros, en fait, qu'on envisage, c'est, vous l'avez en détail, c'est 26 000 euros de loyer de l'intercommunalité, 40 000 euros de pénalité en moins et 21 000 euros de remboursement sur sinistre en moins. Une fois de plus, c'est une prévision émise de bonheur, d'où le fait qu'on est plutôt prudent pour présenter des recettes. Donc voilà pour les recettes. On va en regarder certaines en détail au niveau des impôts et taxes juste après. Tant qu'on a le tableau, regardons les dépenses prévisionnelles de 2026. 12 697 000 euros au lieu de 12 523 000 en 2025, dans un cadre donc extrêmement maîtrisé. Donc on est à 1,4% de plus qu'en 2025. Des principales variables qui vous ont été énoncées, des dépenses en moins, c'est la fin du dispositif OPH RU pour 115 000 euros, des baisses de consommation de fournitures d'entretien, de réparation pour 100 000 euros. Par contre, à la hausse, l'allocation des préfabriqués pour les travaux de l'école Roger Sudre qui passe en fonctionnement, 80 000 euros, et assurance, 38 000 euros de plus pour l'année prochaine. Donc le chapitre 12, les frais de personnel seraient à la hausse de 3,2%, mais on va vous donner le détail dans le slide qui va suivre. Quant aux autres charges de gestion courante, qui sont les subventions, donc elles seraient, je vais dire, égales. On peut noter 24 000 euros de plus pour la subvention pour le centre municipal de santé, mais on va en parler tout à l'heure. Donc voilà pour les éléments principaux, mais dans le détail
On a en recette tout d'abord le produit des taxes ménages qu'on regarde chaque année. Alors, il faut bien sûr rappeler ou dire qu'il n'y a pas d'augmentation de taux prévue pour les taxes d'habitation et foncier pour 2026. Donc, le budget est établi avec les mêmes taux, puisqu'il n'est pas prévu de majorer les taux. Oui, donc c'est le premier élément fort de notre débat d'orientation, c'est est-ce qu'on touche ou pas au taux d'imposition. On les avait touchés l'année dernière, je rappelle, et c'était la première fois qu'on les touchait sur la durée de notre mandat et bien avant aussi. Donc on avait dit qu'il faut faire cet effort l'année dernière. Donc ce qu'on vous propose là, dans le débat, on n'en est pas au vote, mais c'est juste pour éclairer, c'est de ne pas toucher à la fiscalité, parce qu'on pense que c'est pas le moment de toucher la fiscalité, surtout quand on ouvre la radio, les journaux tous les matins. Donc la proposition forte de ce débat, c'est de ne pas toucher au taux d'imposition, puisque vous savez que maintenant on ne maîtrise en fait qu'une seule variable, si je caricature, c'est la taxe foncière, et qui reviennent toujours sur les mêmes. Donc on vous propose de ne pas toucher au taux d'imposition. Voilà, ça fait partie des éléments de ce débat. Donc dans ce cadre-là, le produit fiscal strict évoluerait à 6 968 000 euros, soit 2% de plus que l'année précédente où c'était 6 828 000 euros. Mais les allocations compensatrices, dont la réduction de 50% de valeur locative des locaux industriels est comprise dans ces allocations, comme je le disais tout à l'heure, va baisser 990 000 euros en 2025. Elle passerait à 761 000 euros en 2026, soit la baisse de 229 000 euros dont on a parlé en préambule. Donc le produit des 3 taxes et compensations baisserait à 7 729 000 euros. Il baisserait de 1%, de 89 000 euros, en raison de la baisse des compensations de l'État. L'attribution de compensation de fiscalité professionnelle versée par la communauté de communes restera fixe, comme ça a été décidé depuis de nombreuses années, à 3 277 000 euros. Les autres produits de services, ils sont en légère hausse, mais en fait, on va le voir, des médecins embauchés qui vont augmenter les charges de personnel en 2026 sont refacturés au CMS, donc on est dans le budget là, principal, et donc c'est une refacturation qui est, je vais dire, à l'équilibre. Voilà l'explication de l'augmentation de 50 000 euros des produits et des services du budget principal. Les dotations et participations, elles baissent comme on l'a dit. En 2026, 820 000 euros attendus pour 831 000 euros en 2025. Et nous étions dans les 840 000 euros juste les années précédentes. Et on l'a dit tout à l'heure, il y aura également 84 000 euros dans un autre poste qui va être supprimé, dotation de compensation de la taxe professionnelle. Voilà, pour les autres produits, on en a parlé tout à l'heure. Concernant maintenant les charges de fonctionnement, on a donné tout à l'heure les variables des charges à caractère général, donc qui baissent de 3%, mais on l'a vu. Les charges de personnel, donc comme je vous disais, augmentent de 3%. On a détaillé ce qui l'explique, le glissement vieillesse technicité pour 45 000 euros. La deuxième année de hausse de la cotisation de retraite CNRACL pour 125 000 euros. On a vu autant en 2025. Donc là, c'est un complément qui double pour 2026. Et pour les principaux éléments, la participation prévoyance et santé, donc qui arrive en 2026, qui a été chiffrée à 36 000 euros. Donc voilà, peu de mouvements de personnel. Stabilité des effectifs nécessaires, hors médecins éventuels sur le centre municipal de santé. Autrement, stabilisation des effectifs, c'est ça là aussi le message fort de ce débat d'orientation. Bon, et sachant que les augmentations de cotisations ont été décidées par l'État, qui fait supporter aux collectivités, là aussi, des éléments qu'on ne maîtrise pas par rapport à ça. Et vous voyez que c'est une des raisons principales du variation du poste frais de personnel.
Et en dernier, les charges de gestion courante sont en hausse de 3%. Les enveloppes sont prévues à peu près stables pour CCAS et associations. Et donc la subvention d'équilibre, mais on va voir pourquoi tout à l'heure, augmenterait de 24 000 euros. Donc, en résultante de cela, le budget 2026, un peu plus de 600 000 euros de recettes en moins, à peu près 200 000 euros, et c'est très maîtrisé de dépenses en plus. L'épargne brute atteindrait un peu moins de 1 600 000 euros. Donc, ça fait 700 000 euros à peu près de moins. Le capital des emprunts à rembourser de 1 17 000 euros pour 2026. Donc l'épargne nette par différence atteindrait à peine les 600 000 euros, alors qu'on a encore en 2025 1 400 000 euros d'épargne nette. Donc voilà, surtout en raison de cette baisse de recettes qu'on a expliquée dans ces détails. Alors une fois de plus, c'est une projection très tôt, et avec les éléments connus aujourd'hui. Je veux dire, et vous savez que pourquoi c'est important cette capacité d'épargne nette, parce que c'est ça qui nous permet de lancer des investissements avec l'emprunt ou sans emprunt. Voilà, ce qui veut dire qu'il faudra être, je dirais, modéré dans nos projets d'investissement si on ne veut pas ne passer soit par une hausse de fiscalité, et on vous propose de ne pas y aller, enfin de ne pas avoir cette hausse de fiscalité, soit avoir un montant trop important d'emprunt qui mettrait la dette sur les exercices futurs par rapport à ça, sachant qu'on est quand même à un niveau d'emprunt, on va le voir un petit peu plus loin, qui nous permet de retrouver de la capacité, on le verra avec les ratios en particulier tout à l'heure. Et justement, donc on vous présente la section d'investissement prévisionnel. On va voir que les investissements prévus sont, je vais dire, équivalents à ceux de 2025, hein, donc il n'y a pas d'arrêt à ce niveau-là, et que malgré l'épargne nette qu'on vient de vous présenter, étant donné, on est très tôt une fois de plus, on n'a pas le niveau de subvention certainement définitif de 2026, et également on vous présente une section de financement avant affectation du résultat 2025, puisque ça se fera l'année prochaine, ce qui fait que tout le reliquat de financement des investissements prévus est mis en emprunt. Donc pour nous, c'est un montant qui va forcément être diminué du résultat de 2025 et certainement de subventions en plus. Voilà. Mais même avec ce côté pessimiste, on peut savoir que les investissements qu'on vous présente seraient financés par un peu plus de 4 millions d'euros d'emprunt dans ce cas-là. Dans le détail, regardons les dépenses d'investissement. Donc le remboursement du capital de la dette, 948 000 en 2025, 1 17 000 en 2026. Les immobilisations, donc hors subvention, 6 200 000 euros atteints en 2025, et on est à 5 700 000 euros environ en 2026. On va voir le détail, enfin vous l'avez vu dans vos dossiers. Subvention d'équipement versée, on a, je vais dire, un faible montant en 2025 parce que on a un montant plus important en 2026 qui est reporté, étant donné qu'il y a à ce niveau-là la subvention pour la pépinière artisanale, notamment, hein, qui est le gros des montants, on va le voir en détail, qui avait été prévu en 2025, non réalisé, donc d'où le fait que c'est reporté sur 2026. Donc on aurait quasiment 8 millions d'euros de dépenses d'investissement en 2026. Donc côté recettes, nous n'avons pas d'excédent de fonctionnement capitalisé parce qu'on est très tôt avant résultat de l'année 2025. Donc en étant pessimiste sur l'ensemble des postes, notamment subventions d'investissement, puisque 168 000 euros, c'est uniquement les subventions notifiées aujourd'hui. Produits de cession, 383 000 euros, là aussi c'est lié au report de la pépinière artisanale, ça aurait dû être, ça a été budgété pour 2025, reporté à 2026, et donc c'est quelque chose qui vient compenser la subvention versée. Donc là, ça va forcément être la même année que la subvention versée. Et l'emprunt, comme on le disait tout à l'heure, qui viendrait équilibrer ces comptes-là sans problème particulier, puisqu'on sait d'ores et déjà que ce sera à la baisse. Oui, très certainement, le montant de 4,7 millions
sera, une fois qu'on aura affecté les résultats, plus proche de 2,5 millions à peu près. Ça va être ça l'ordre d'idée, sachant qu'on n'a pas fait d'emprunt en 2025 et qu'on ne fera pas d'emprunt en 2025. Ça serait pour équilibrer nos éléments en 2026, 2 millions d'emprunts, ce qui nous paraît tout à fait raisonnable par rapport et au regard des investissements qu'on va détailler, je pense, dans les slides qui arrivent. C'est ça, donc on prévoit un investissement 6 850 000 euros, qui est la ligne de dépenses d'investissement plus subventions versées, pour reprendre les deux chiffres. Et donc, Colline nous a aidé donc, à le ventiler en investissement récurrent pour 2 482 000 euros. Le poste principal, c'est voirie, signalisation pluviale, notamment, donc dans le tableau que vous avez à l'écran, et ensuite, bien sûr, autant qu'ils font pour arriver aux 2 400 000 euros d'investissement nécessaires pour pour les maintenances, et notamment. Voilà. C'est un peu ces investissements qui s'imposent à nous pour maintenir en état soit le patrimoine, soit les éléments. Et on les appelle récurrents parce qu'on n'a pas forcément... Enfin, il faut les faire. On peut toujours arbitrer à 100 000 euros si on met un peu plus ou un petit peu moins de voirie une année ou l'autre. Mais c'est quasi 2,5 millions d'euros qui s'imposent à nous pour entretenir ce qu'on doit entretenir et continuer à faire tourner les services de la mairie et la ville au sens large. Et donc, dans ce budget 2026, sont prévus des projets du mandat. Pour citer quelques-uns, donc réhabilitation de l'Halle et du Beffroi, bien sûr, la phase suivante, 810 000 euros. Je prends les plus importants. Subventions d'équipement, c'est les subventions rénov, logement, boutique, façade pour 110 000 euros. La restauration de l'église, 1 million d'euros prévue l'année prochaine. La rénovation de l'école maternelle Roger Sudre, 900 000 euros. Le début du réaménagement du tour de ville et des allées qui a été budgété pour 400 000 euros, donc en première étape. La création de la pépinière artisanale, donc c'est la grosse partie de ce qui passe en subvention versée, 980 000 euros. Réaménagement de la médiathèque ou du pluvial, de la boucle Camas pour 50 000 euros chacun. Et la fin de la signalisation multimodale, 67 000 euros pour être complet. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces lignes d'investissement, des demandes d'explication ? Voilà, c'est des choses qu'on a votées, hein. On a déroulé, on ne lance pas sur 2026 des projets pharaoniques non évoqués précédemment, avec des sujets importants qui sont la réhabilitation du Beffroi, la dernière tranche, qui sont l'école maternelle Roger Sudre, sur lequel ça se déroule comme on le déroule, et bien évidemment l'église Notre-Dame, dont les travaux ont commencé il y a un mois, en septembre. Voilà. Donc c'est les 3 gros projets dits de mandat, mais qui ont fait déjà l'objet de débats dans cette enceinte et qu'on déroule jusqu'à leur fin. Voilà. Voilà, donc bien sûr, le tableau financement des investissements, c'est tout ce qu'on vient de dire, avec les réserves de cette période où on ne peut pas encore tout prévoir, et soldé par un emprunt, mais qui est maximal, comme on vient de l'expliquer. Donc, plus intéressant, c'est l'état de la dette au 31 décembre 2025, qui sera de 9 600 000 euros. Et par rapport à notre épargne brute de la même année, qui est de 2 385 000 euros, on a un coefficient de capacité de désendettement de à peine 4 années. On vous avait expliqué qu'à partir de 11-12 années, cela devient critique. Donc voilà, il y a une marge certaine pour continuer à emprunter en 2026 sur les montants qui seront nécessaires. D'autant que vous voyez que notre dette diminue rapidement, surtout dès 2026 et après, puisqu'en 2032, elle est déjà très basse. C'était long, mais je vous rappelle qu'on est sur du temps long. C'est comme quand vous achetez la maison. Généralement, les gens partent sur 20 ou 25 ans. C'est à peu près la même chose pour nos équipements qui ont des durées de vie généralement très très longs. Donc, le point positif, c'est qu'on a de la capacité d'endettement, puisque le 4 pour arriver à 10, un calcul simple pourrait dire on pourrait s'endetter de 6 fois 2 millions, ça ferait 12.
mais je vous rappelle qu'on vient de voir que la capacité d'autofinancement se réduisait fortement entre 2025 et 2026 compte tenu de la réduction des dotations de l'État et des évolutions des charges. Donc il faut toujours avoir ces critères-là, mais être à 4 à la fin de l'exercice, à la fin de l'année, est plutôt très bon. Et je rappelle, en ayant quand même fait 25 millions d'investissements sur les 4 dernières années. C'est-à-dire, on n'a pas rien fait qui explique qu'on soit à 4. On a fait ce qu'on pensait devoir faire. Et à la fin de cette période-là, on a quand même un taux d'endettement plus que raisonnable. Ce qui va permettre aux équipes futures de pouvoir mener des projets et de ne pas se retrouver dans une situation inextricable, même si l'équilibre produit-charge de fonctionnement est un vrai challenge compte tenu des dictats, je vais les appeler comme ça, de l'État par rapport aux collectivités locales que nous sommes. Voilà, cela permet de partir d'une situation très saine à la fin de cette année. Bon, état de la dette, vous avez tout le détail des emprunts et des taux, donc je vais passer. Enfin, je vais juste remarquer, oui. Pardon Martine, vous voyez qu'on est qu'en taux fixe. Donc, oui. C'est-à-dire que là aussi, on n'a pas des emprunts à risque. Le seul qui est variable, il est indexé sur le livret A. Donc ça va, on n'est pas trop inquiet sur ces évolutions-là. On n'a pas une dette comme certains ont pu avoir dans des collectivités à risque, quelle que soit l'évolution des taux, puisqu'on a la majorité des taux fixes et que le seul variable, c'est sur le livret A. Donc là aussi, je pense que ça a été plutôt géré très correctement au cours des années, qui nous permet de ne pas se dire, tiens, là, on peut avoir un problème en cas de variation importante des taux d'intérêt ou de l'inflation. Oui, donc nous passons maintenant à la structure des effectifs qui est un élément du débat d'orientation budgétaire, donc avec l'évolution de 2022 à 2025. En 2025, donc, il y a 157 équivalents temps plein, j'arrondis, et on est à moins 3% par rapport à 2024 pour comparer les chiffres, donc plutôt une réduction, bien sûr, des non-titulaires, puisque c'est là que ça peut jouer. Je passe sur les indemnités que vous avez eues dans... Oui, les indemnités, c'est ce qu'on a voté. Enfin, j'attire juste l'attention, c'est que la colonne remboursement de frais, on n'est pas dans les débats de certaines villes qui pensent que 4 000 € par mois, c'est rien. Donc, aucun des adjoints ou délégués n'ont pris 1 € de remboursement de frais. Et je rappelle qu'ils prennent leur véhicule, on prend notre véhicule. On a certains frais et que les indemnités de fonction servent à absorber une partie de ces frais. Donc merci à eux et 0 frais, il n'y a pas de colonne et de budget spécial frais pour les élus. On est habillé, mais on se paye nos habits. Donc passons maintenant au budget annexe du centre municipal de santé. Concernant les dépenses, donc en projection 2025, elles sont inférieures au budget, 343 000 € en tout. Pourquoi ? Parce que dans les budgets, nous prévoyons essentiellement des embauches de médecins qui se réalisent, comme c'est le cas parfois, en différé dans l'année. Donc ce budget de charges personnelles, comme vous voyez, est en baisse à 257 000 € au lieu de 298 000 €. Et quelques charges à caractère général qui ont baissé aussi. Il faut dire que pour 2025, on est à peu près à un nombre de médecins inférieur à 2, pour situer un petit peu, puisqu'on donne souvent des éléments par rapport au nombre de médecins, et on sait qu'il y a des paliers importants pour le côté des recettes. Je regarde, signalons de suite les dépenses pour 2026. Ce serait de 403 000 €, parce que là, on repart sur des médecins, 3 médecins, je vais dire en effectif physique, mais qui serait à peu près de 2,3, 2,5 en équivalent temps plein. On n'est toujours pas aux 3 médecins à temps complet prévu, et cela donc serait un budget de 403 000 €. Côté recettes, projection donc 2025, alors il y a un point, c'est que les subventions de la caisse d'assurance maladie qu'on avait budgétées en recettes 2025, en fait ne sont versées qu'au mois de mai de l'année suivante, donc mai 2026 pour 2025, ce qui fait que
Ces subventions CPAM sont à la baisse sur le budget 2025 par rapport à ce qui avait été prévu. Et comme il faut bien entendu équilibrer, cela sera équilibré par le budget de la commune, donc le budget principal, qui passerait donc à 116 000 €, une fois de plus, en attendant de percevoir en 2026 les subventions de la caisse qui sont décalées. En 2026, également, donc, prudence sur les subventions caisses primaires qui seront encaissées qu'en 2027, ce qui fait que, même si on voit que le produit des services augmente puisqu'il y a davantage d'heures de médecins, c'est là que, comme on l'a vu tout à l'heure, il y aurait 24 000 € de plus de subventions du budget principal, soit 148 000 € prévus, et une fois de plus, et en attendant les subventions de la caisse primaire qui sont décalées dans le temps. Voilà pour les éléments essentiels. En budget d'investissement, il y a 10 000 € en dépenses et recettes, que ce soit d'ailleurs ou à peu près en 2025 ou 2026. Donc, et là aussi, c'est une illustration du désengagement de l'État, parce que je rappelle quand même que la santé, même si on y passe beaucoup de temps, n'est pas une compétence de la collectivité, mais plutôt une compétence régalienne. Et vous voyez qu'on est quand même obligé de mettre 140 000 € et je me félicite qu'on le fasse, hein, une fois dessus, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce que c'est un vrai service rendu à la population et à nos administrés, mais c'est quand même des charges qu'on fait supporter à une collectivité locale et qui devraient être du ressort de l'État régalien. Donc les explications sont terminées. J'attends vos questions, bien sûr, sur cet ensemble. Réflexion ou des questions ou des réactions si vous en avez là-dessus, mais c'était le débat. Peut-être le sénateur peut nous parler de l'environnement global, puisqu'il a la chance de participer à des séances qu'on lui laisse volontiers. Oui, la situation du pays est malheureusement très mauvaise. Elle est d'autant plus mauvaise que la gestion, essentiellement par l'Assemblée nationale en ce moment, ne correspond pas du tout aux attentes des Français. Ce que nous souhaitons, c'est la réduction des dépenses, la réduction des structures entre les communes et les départements, les régions et l'État. Et plutôt que ça, on va chercher l'argent ailleurs, c'est-à-dire sur les entreprises, sur les salariés des entreprises, ce qui me paraît absolument impossible, impensable. Donc, sachez qu'au niveau du Sénat, nous nous préparons, puisqu'on va recevoir le budget dans quelques semaines, et que nous attendons de pouvoir faire un certain nombre de mesures, prendre un certain nombre de mesures qui vont véritablement venir tout simplement supprimer un certain nombre de structures qui nous coûtent la peau des fesses au niveau de l'État, plutôt que d'aller chercher l'argent chez les salariés, les entreprises, etc. Voilà, ça c'est l'élément essentiel. Et je regrette qu'on n'ait pas suffisamment dans les structures de l'État de raisonnement comme on peut l'avoir dans une commune comme la nôtre, où depuis 36 ans maintenant, nous gérons comme il faut, et je tiens à le dire pour souligner le travail qu'a fait le maire et son équipe, et leur dire combien je suis heureux de participer, et combien je suis heureux de voir que nous restons sur la même ligne depuis 36 ans. Si l'État pouvait nous ressembler, ce serait pas mal. Voilà. Merci à toutes et à tous, et si vous avez des questions, je serai prêt à y répondre. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur ce débat d'orientation ? Non, ça vous paraît clair, dans la situation là-dessus, et permettre des éléments. Olivier, ça m'étonne que tu n'interviennes pas. Non, je vais te lancer un peu, parce que je te sens timide comme garçon. Ah. Oui, mais il faut... Merci Laurent. Non, je voulais rebondir sur ce que venait de dire notre ami Alain. Sur toute l'équipe et le travail qui a été fait pendant ces années de mandature. Je regardais un petit peu l'endettement qu'on avait au début, l'endettement qu'on a maintenant. En fait, on a un endettement avec un accroissement de 5 millions, avec un engagement financier par rapport
aux investissements, restructurations et aux gros travaux qu'on a pu voir et qu'on a fait, de 25 millions d'euros. Ça veut dire que l'argent ne coule pas à flot, mais qu'il est géré. Comme peut souligner Thierry, c'est sur le long terme. En 2023, l'extinction de la dette a été étalée jusqu'en 2033 et aujourd'hui c'est 2044. Ouais. Sachant qu'on a fait des gros travaux d'infrastructure sur des bâtiments municipaux, c'est des choses qui seront à poursuivre sur l'immobilier vieillissant, mais tout est là. Donc merci à tous, parce que ça a été géré. Effectivement, tout ce qui est adjoint et monsieur le maire, vous avez parfaitement géré cette période. Et celle qui suit va être très délicate, notamment vis-à-vis des investissements et de tout ce qui pourrait être dans une campagne électorale qui va se préciser sur des promesses qu'il faudra, j'espère, pouvoir tenir par rapport au financement. Voilà. Merci. D'autres demandes d'intervention ? Non. Donc là, on prend acte. On prend acte, oui. On donc, vote qu'on prend acte. Tout le monde est d'accord pour prendre acte de ce débat. Moi, j'en tiens en synthèse que vous êtes à peu près, enfin, c'est pas à peu près, que vous êtes alignés sur les orientations budgétaires, ce qui nous permettra de préparer le budget, sachant que, bien évidemment, une fois qu'on connaîtra les bases, mais ça sera sur du 2026, il y aura un budget supplémentaire qui sera à préparer et à voter pour adapter ne serait-ce qu'aux bases qui seront connues et aux dotations finales que nous indiqueront plus exactement les services de l'État. Merci beaucoup à Colline. Parce que et merci à Martine et à toutes les deux pour la simplification et la clarté de ce que nous avez présenté. Ça paraît facile à dérouler et je pense que tout le monde a pu parfaitement intégrer les éléments. Mais il y a un gros travail de préparation et de présentation et de synthèse qui a été fait. Donc, un grand merci à toutes les deux. Et Colline, si vous voulez qu'on vous libère, on vous libère. Les journées sont longues, donc sentez-vous libre. Et merci encore et merci à vos équipes finances de toutes ces préparations. On passe au point suivant et c'est Pascal, je pense, si je ne dis pas de bêtises, qui va... Mais prends le micro, Pascal, pour qu'on puisse t'entendre sur des cautions à donner. Le bailleur social Alteal est propriétaire sur la commune de biens immobiliers. Il y a les demeures du Lauragais avec 79 logements et le Chêne Vert avec 30 logements, Haute de Vore. Alteal souhaite céder ce patrimoine à Allogea, un bailleur revellois aussi. Et pour cette opération, il s'est rapproché de la Caisse des dépôts et consignations pour un transfert de financement, pour un montant global de 9 565 024 €. Ce prêt est réparti proportionnellement entre les deux résidences. La commune accorderait une garantie à ce prêt à hauteur de 30% des emprunts pour un montant total de 2 869 507,20 € pour les demeures du Lauragais et 566 643,70 € pour Chêne Vert. Il y a 2 contrats de prêt de refinancement qui ont été souscrits auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Et en contrepartie de cette garantie, le nombre de logements réservés à la commune sera plus important qu'à ce jour. Concernant ce contrat, le Conseil est invité à se prononcer sur les modalités suivantes. Vu le Code général des collectivités territoriales, et vu le contrat de prêt signé entre Allogea et la Caisse des dépôts et consignations, le Conseil municipal accorde sa garantie à hauteur de 30% pour le remboursement d'un prêt d'un montant de 1 855 479 € souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt. La garantie de la collectivité est accordée à la hauteur de la somme en principal de 556 643,70 €. Ce contrat, bien sûr,
vient en remplacement des contrats qui ont été souscrits antérieurement avec Altéal, entre la commune et Altéal. Et donc ces premières délibérations de contrat seront abrogées. Voilà. Dans le but d'améliorer la gestion de leur patrimoine, les bailleurs sociaux recentrent leurs investissements. Alors parfois ils le recentrent sur des cibles de population, par exemple sur la population senior ou sur les jeunes actifs, ou sur les étudiants, ou ils recentrent au niveau territoire, c'est-à-dire où par exemple la métropole et puis les abords de la métropole, ou les territoires ruraux ou semi-ruraux comme le nôtre. Dans ce cas, c'est Altéal qui souhaite recentrer son patrimoine sur les territoires semi-ruraux et Altéal qui va se déplacer vers un autre territoire. Et cette mesure va dans le bon sens pour la mairie parce que notre souhait était de réduire le nombre de bailleurs pour privilégier les relations. Alors, notre exposition reste à peu près la même, puisqu'on avait garanti, et c'est d'usage, que ces emprunts, les bailleurs sociaux, soient garantis par les conseils départementaux à hauteur de 70% et par les communes à hauteur de 30%. Donc notre exposition reste à peu près la même sur ces opérations. Il y en a une autre derrière, mais c'est le même commentaire. Bon, à nous de tirer, entre guillemets, profit de cette évolution pour obtenir des quotas de réservataires plus importants, et c'est là où on peut, et on a déjà mis ça sur la table, en disant, si vous voulez qu'on vous raccorde cette garantie, il va falloir peut-être qu'on ait davantage de quotas sur lesquels on peut discuter et sur lesquels on peut essayer de pousser nos candidats de façon prioritaire. Donc l'exposition reste à peu près la même. De mémoire, mais tu me corriges Benoît, je ne pense pas qu'une seule fois on se soit retrouvé en défaillance avec ces éléments-là. Bon, donc du coup, il n'y a pas forcément de risque et ça fait partie des choses logiques et normales pour faire évoluer les patrimoines et les logements sociaux qui sont importants. Est-ce que vous avez des questions sur ce... Oui, Christelle, prends le micro pour qu'on puisse enregistrer. Non, vous l'éteignez chaque fois. Là, c'est bon. Oui, la question, c'est quand tu dis que le fait qu'on se porte garant, ça va permettre au CCAS ou à la mairie de pouvoir privilégier ou je sais pas, ou mettre en avant des candidatures. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que eux, ils choisissent sans ton accord et sans... C'est pas privilégié, ça on pourra pas, mais c'est mettre en avant des candidatures poussées par la mairie. On a autrefois on avait un certain nombre de logements qui étaient identifiés. Aujourd'hui c'est une gestion en flux, mais c'est un pourcentage, c'est un peu la même chose. Si ce n'est que quand on a une candidature, quand il y a un choix de candidature, il faut bien sûr qu'elle soit dans le plafond et qu'elle réponde toujours à beaucoup de critères. Mais si elle est dans ces critères-là, on peut pousser. D'accord. Voilà. Et l'objet d'avoir moins... C'est pas privilégié, attention. Et le fait d'avoir moins d'interlocuteurs permet d'avoir plus de poids avec moins d'interlocuteurs. Donc c'est ce que disait Pascal, soulignait Pascal, le fait qu'il y ait moins de bailleurs sociaux présents sur notre commune et que ces bailleurs, sans toucher au nombre de logements sociaux, on ne réduit pas le nombre de logements sociaux, là aussi, qu'il n'y ait pas de confusion, mais ça permet d'avoir des dialogues plus constructifs. Et l'idéal, c'est de dire aussi, vous avez beaucoup de logements sociaux à gérer sur notre commune, donc votre présence doit être plus importante et faciliter la gestion quotidienne de ces logements. Et c'est plus facile si un bailleur a 100, 150 logements que s'il en a 10 ou 15. Donc on peut être plus exigeant sur la présence plus quotidienne ou plus hebdomadaire, peu importe la fréquence, avec moins d'intervenants que quand on a 7 ou 8 intervenants qui disent « Ouais, mais pour 10 logements, moi je ne vais pas déléguer quelqu'un. » Là, s'il a 50 ou 60 ou 100 logements, on peut dire « Oh, il faut que tu sois plus présent sur le territoire pour régler les problèmes du quotidien. » Et comme dans toute copropriété, on peut avoir des problèmes du quotidien à gérer. Donc ça va dans le bon sens. Il y a l'aménagement, les abords, et tout ça, c'est des sujets qui sont quand même récurrents et que quand on connaît le gestionnaire du territoire, c'est beaucoup plus simple. Pour les personnes qui y habitent aussi, on est leur interlocuteur. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on peut passer au vote? Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci.
On traite le second de la même façon, hein. Vous avez dans votre dossier, c'est la même problématique. C'est les mêmes bailleurs, c'est les mêmes opérations. On aurait pu en faire qu'une, on en a fait 2. Donc là aussi, on reprend des engagements. Est-ce que vous êtes d'accord pour participer, pour passer au vote sans plus d'explications et sachant que c'est les mêmes causes, les mêmes effets? Donc qui est pour? Merci beaucoup. Point suivant, ça doit être les points de Marielle sur les problèmes ou les points de ressources humaines, qui ne sont pas forcément des problèmes. Heureusement. Tout d'abord, on va parler de la participation financière de la commune pour la protection sociale complémentaire, prévoyance et santé. Donc, cette protection sociale complémentaire permet d'apporter une couverture supplémentaire aux agents de la fonction publique par le versement d'une participation financière des employeurs. Pour les collectivités territoriales, le cadre réglementaire est le suivant. Depuis le 1er janvier 2025, obligation de participer au contrat prévoyance à hauteur minimum de 7 € par mois par agent. Cette couverture permet une indemnisation en cas d'arrêt maladie prolongé, une compensation de la perte de revenus en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou de décès. À partir du 1er janvier 2026, obligation de participer au contrat santé à hauteur minimum de 15 € par mois par agent. Il s'agit en particulier d'une couverture des frais de consultation, d'achat de médicaments et d'autres frais liés à la santé. Depuis une délibération du conseil municipal en date du 21 février 2019, la commune participe à hauteur de 10 € par mois par agent pour la prévoyance. Lors du conseil municipal du 12 juin 2025, la commune a adhéré à la convention santé et à la convention prévoyance proposée par le centre de gestion de la Haute-Garonne, ce qui permet aux agents de disposer de 2 propositions de contrat pour ces risques. Les agents demeurent libres de souscrire un contrat de n'importe quel autre prestataire, mais ne percevront alors aucune participation financière de la commune. Le comité social territorial qui s'est réuni le 8 octobre dernier a rendu un avis favorable sur les participations qui s'élèveront à 20 € par mois par agent pour le contrat complémentaire santé et 15 € par mois par agent pour le contrat prévoyance. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'abroger la délibération en date du 21 février 2019 à partir du 1er janvier 2026, d'approuver les participations financières de la commune de 20 et 15 € pour la complémentaire santé et prévoyance dans le cadre de la souscription des agents à des contrats labellisés, d'attribuer ce versement aux agents titulaires et stagiaires, ainsi qu'aux contractuels de droit public recrutés sur un emploi permanent ou non permanent, à temps complet, non complet ou à temps partiel. D'approuver le versement de ces participations à compter du 1er janvier 2026, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette affaire. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2026 de la commune. Est-ce que vous avez des questions? Non. C'est ce qu'on a vu en débat d'orientation. Voilà. On l'a projeté indépendamment de votre position ce soir. Et sur ce événement-là, on l'a projeté. Donc, on va... Oui. Olivier. Oui. On t'entend, je crois. Oui. Non, Marielle, tu connais mon point de vue quand on dit obligatoire. Obligatoire, donc, on le sait, Olivier. Il y a la partie vote et on sait obligatoire. J'ai vu que les tableaux financiers... Ce qu'on pourrait voter, Olivier, c'est le montant, qui lui est un montant minimum, et on vous propose d'aller un petit peu au-delà de ce montant minimum. Mais je trouve ça super. Voilà. Parfait. C'est tout. Merci. Alors, on va procéder au vote. Qui s'abstient, qui est contre, donc qui est pour. Un peu de gymnastique. Je vous remercie. Tu gardes. Je continue avec le versement d'une participation complémentaire de la commune au syndicat mixte de l'école intercommunale de musique du Lauragais.
Lors du comité syndical du 9 septembre, il a été évoqué les difficultés financières rencontrées donc par cette école de musique. La baisse de la subvention du département de la Haute-Garonne nécessite de trouver des financements complémentaires et de revoir le fonctionnel du syndicat dont les agents sont constitués de contractuels pour l'enseignement de la musique et de permanents. Je vous rappelle que ce syndicat est géré par les représentants des 4 communes antennes que sont Caraman, Nailloux, Villefranche-de-Lauragais et Revel, où sont dispensés les cours d'enseignement pour 130 enfants à ce jour, contre un peu plus de 200 l'année dernière. Par délibération du 3 avril 2025, la commune avait approuvé le versement d'une contribution financière de 30 460,30 € afin d'assurer le fonctionnement jusqu'à la fin de l'année 2025. Ces communes sont appelées à verser une participation complémentaire. Pour notre commune, il sera proposé le versement d'une participation complémentaire de 2 000 €. La commune sera amenée à se prononcer au cours du premier semestre 2026 pour sa participation 2026, étant entendu qu'un projet de restructuration est en cours pour l'année scolaire 2026-2027. Alors, je peux répondre à toutes vos questions, ainsi que Thierry, puisque nous sommes délégués à cette école intercommunale de musique. Est-ce que vous avez des questions sur cette subvention complémentaire ? Ne débranchez pas les micros chaque fois parce qu'autrement on perd 10 minutes. Juste tout simplement, lorsqu'on dit la baisse de la subvention du département, ça veut dire qu'elle était à quelle hauteur la subvention du département ? Elle était à hauteur de 46 000 €, voilà. Et nous avons su pratiquement fin juin, alors qu'on préparait la rentrée scolaire, que pour l'exercice en cours, c'est-à-dire l'année 2025, nous n'aurions plus que 6 000 €. 40 000 € en moins d'un seul coup, alors que notre budget avait été construit sur, on va dire, une subvention équivalente aux années précédentes, donc 46 000 €. Autant vous dire que c'est un choc et surtout qu'on n'a pas trop les moyens de se retourner. Donc, quels sont les leviers ? Les leviers, il n'y en a pas 36. Nous avons les communes, nous avons les familles, et ensuite essayer d'aller chercher d'autres subventions, mais au mois de juin, quand tout va s'arrêter avec l'été, ça a été très compliqué. Nous avions déjà décidé d'augmenter un petit peu les participations familiales parce qu'elles étaient en dessous de toutes les participations des communes avoisinantes, enfin des écoles de musique des communes avoisinantes. Là, on a été obligé de les augmenter beaucoup plus, d'où la baisse des effectifs obligatoirement, à notre grand regret, l'augmentation et la baisse aussi. Ensuite, le département a eu un geste, nous l'avons su à la rentrée, où il nous a accordé de mémoire 7 000 € de plus. Et la communauté de communautaires de Lauragais a également participé, puisque les 3 autres communes antennes font partie de cette communauté de communes à hauteur de 6 000 €. Voilà. Nous avons restructuré effectivement l'école de musique. Nous espérons vraiment que nous pourrons trouver d'autres solutions. En tout cas, moi, ce que je voudrais dire, c'est un grand merci à tous les enseignants de cette école, ceux qui ont pu continuer, ceux qui n'ont malheureusement pas pu continuer, pour leur investissement, parce qu'ils apprennent la musique à nos enfants du territoire. Et il faut savoir que de nombreux musiciens de valeur, qui sont reconnus maintenant nationalement et internationalement aussi, sont issus de notre école intercommunale de musique. Voilà, donc on fait tout pour faire en sorte que cet enseignement de qualité perdurera, et on espère que le conseil départemental nous entendra pour poursuivre cette aide plus élevée que les 6 000 € qu'il nous avait octroyés dans un premier temps, et ensuite avec les 7 000 € supplémentaires. Voilà. D'autres demandes d'intervention ? Donc, on passe au vote pour ces compléments de 2 000 €. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Mais je vous remercie. Merci. Pour l'école de musique. Règlement intérieur, adoption.
Oui, alors toujours dans le cadre des ressources humaines, donc le règlement intérieur a pour objectif de définir les règles d'organisation interne du travail, droits, obligations, responsabilités, consignes de sécurité au sein de la commune. C'est également un outil de communication interne pour garantir une connaissance partagée des informations. Un projet a donc été élaboré en concertation avec les représentants du personnel du comité social territorial. Ce règlement s'imposera à tout agent, quelle que soit sa situation statutaire, son rang hiérarchique, son affectation dans les services, la date et la durée de son recrutement. Le projet a été joint avec l'ordre du jour. Il a été soumis pour avis au CST du 8 octobre 2025 et a reçu un avis favorable. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'approuver le règlement intérieur de la commune. On peut simplement peut-être rajouter que ce règlement intérieur a fait l'objet de longues heures de travail et d'échanges avec les représentants du personnel, et on peut se satisfaire effectivement d'être arrivé à un consensus. Et une approbation à l'unanimité par le CST. comité, le CST. Tout à fait. Voilà. Donc ça, voilà, on a passé un peu de temps, mais on a un règlement intérieur clair qui règle beaucoup de points de la vie quotidienne et de règles pour nos agents, qui était important d'avoir. Tout à fait. Des questions? Alors, je ne sais pas si vous avez lu le règlement intérieur, mais si vous avez des questions sur le règlement intérieur, on peut vous y répondre. Je pense qu'on a quand même passé un peu de temps avec François, Marielle et moi-même et Benoît Pinard pour travailler sur ce projet. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour approuver ce règlement intérieur? Donc, qui est pour? Parfait. Merci beaucoup. Et Merci. de pouvoir devenir exécutif. Le point suivant, c'est moi aussi. C'est toi aussi, c'est la mise à C'est jour la mise des à tableaux jour de des tableaux l'effectif. des effectifs titulaires. Donc, comme on le fait régulièrement, conformément aux possibilités offertes par le statut de la fonction publique territoriale, il est proposé au conseil municipal de procéder à la fermeture des postes suivants qui ne sont pas pourvus pour cause d'avancement de grade ou de recrutement sur un autre grade au cours de l'année. Donc, je vais vous faire grâce de la liste. Je rappelle simplement qu'il ne s'agit pas de fermer des postes, d'enlever des postes, mais tout simplement une régularisation pour des postes qui ont été ouverts pour de multiples raisons. Le comité social territorial a été saisi pour avis et a rendu un avis favorable en date du 8 octobre 2025 également. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'autoriser la fermeture des postes énoncés ci-dessus, d'approuver le tableau des effectifs titulaires modifié. Avez-vous des questions? Nous passons donc au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc qui est pour? Allez, je vous remercie. Merci. Point suivant, c'est Martine. Oui, pour une convention de mécénat donc à passer avec l'entreprise Nutrition et Santé dans le cadre de la végétalisation de la cour d'école élémentaire Roger Sudre. Comme vous savez, on a un projet de végétalisation en cours dans cette cour élémentaire avec plantation d'arbres, désimperméabilisation d'environ 500 mètres carrés, création de 2 carrés aromatiques. Notre coût d'opération est de 70 000 euros TTC. Il y a eu un rapprochement avec l'entreprise Nutrition et Santé qui, dans le cadre de sa démarche RSE, souhaite collaborer à ce projet de végétalisation. Une convention de mécénat est donc proposée pour financer 1 500 euros de végétaux sur un montant total de 5 300 euros. Annie a été, je vais dire, dans des réunions pour cela. Nutrition également organiserait des ateliers participatifs avec les salariés de l'entreprise pour la création des carrés aromatiques aux côtés des enfants du groupe scolaire. Et cela se ferait dans le cadre d'une convention de mécénat avec les déductions légales. Je vais, après avoir vos questions, vous demander d'approuver ce projet de convention de mécénat entre la commune et l'entreprise de Nutrition et Santé et d'autoriser cette fois Alain Manuel Lambert à signer cette convention avec l'entreprise de nutrition puisque
notre maire ne peut Oui, pas... plus que notre maire, on est 3 autour de la table sur lesquels on ne va pas participer au vote, qui sont Alain Chatillon, créateur de Nutrition et Santé, Bertrand Jolin, qui est salarié de Nutrition et Santé ou d'une filiale du groupe Nutrition et Santé, et moi-même qui a été longtemps. Donc nous 3 ne participerons pas au vote pour ne pas se retrouver dans une situation de conflit d'intérêts, même si c'est pour encaisser 1 500 €. Et merci à Nutrition de ce geste qui nous permet d'en continuer d'avancer sur notre végétalisation du groupe Roger Sud côté primaire. Y a-t-il des questions sur ce sujet ? Non. Alors, avec, je vais dire, les personnes qui ne participent pas au vote, on va voter maintenant, enfin sans les personnes qui ne participent pas, bien entendu. Donc, qui est pour ? Pas d'abstention, pas d'opposition, merci. Et merci à Nutrition, qui montre combien elle est attachée à la ville et à son rôle sociétal à l'intérieur de la ville. Point suivant, c'est assurance. Donc, on en a parlé souvent dans ce débat-là. Donc, comme vous le savez, on avait lancé en cours d'année et par un appel à la concurrence publié le 14 mai 2025 avec une date limite des offres au 18 juillet à 18h, c'était précis, afin d'assurer le renouvellement des marchés d'assurance qui comportaient 4 lots. Le lot numéro 1, c'était risque de dommages aux biens. Le lot numéro 2, risque des responsabilités civiles. Troisième lot, protection juridique de la ville et protection fonctionnelle des agents et des élus. Et un lot numéro 4 qui était le risque cyber lié à l'informatique et aux problématiques. Après examen du rapport d'analyse des offres, les membres de la commission, que je remercie au passage, d'appel d'offres ont choisi lors de la séance du 10 novembre 2025 de retenir les offres suivantes. Pour le lot numéro 1, Reliens, je suis jamais le dire, SPS, pour une prime annuelle de 84 464,78 TTC. Cette tarification retenue implique une franchise de toute garantie de dommages à 5 000 € par sinistre. Donc on a remonté un petit peu les franchises, mais de toutes les façons, on ne descendait pas en dessous. Ainsi qu'une franchise spécifique fixée à 10 000 € pour les événements de tempête, grêle, neige, émeutes et mouvements populaires et les catastrophes naturelles. Cette offre comprend une garantie spécifique pour les objets d'art chiffrée à 770,51 €. Les objets d'art, c'est les statues, c'est les éléments de cette nature qu'on peut avoir autour de notre ville ou dans notre ville. Le lot numéro 3, c'est là aussi Reliens SPS pour une prime annuelle de 6 054,32 € TTC, et le lot numéro 4, Aura Courtage, c'est sur la partie cyber, pour une prime annuelle de 2 482,90 €. Le lot numéro 2, c'est-à-dire le lot sur les responsabilités civiles, n'a pas été attribué car la seule offre reçue était irrégulière. En fait, il n'avait pas répondu à la partie responsabilité civile de l'aérodrome de Belloc. Donc on n'a pas pu attribuer ce lot, mais depuis je pense qu'on va recevoir une offre dans les jours qui viennent. Le montant total des lots s'élève à 93 002 € TTC par an pour la durée totale du marché, à savoir 5 ans à compter du 1er janvier 2026. Mais on sait que là aussi, les 5 ans peuvent être dénoncés à tout moment par les assureurs qui ont des privilèges que certains n'ont pas. Pour le lot 1 et 3, l'augmentation de la prime s'élève à 5 224,59 € par rapport à la cotisation de l'année 2025. J'ai vu qu'on avait mis dans le DOB 35 000. Donc je me dis, peut-être que dans le DOB, on va pouvoir récupérer un peu d'argent, Colline. Donc, puisque c'est 5 000 dessus, bon, le lot numéro 4 n'était pas prévu, enfin, n'était pas dans nos coûts, et là, il y en a pour 2 400, mais quelque part, on peut peut-être espérer qu'on a 25 000 € à pouvoir affiner dans notre budget pour l'année 2026. Donc, je dois dire que, et là aussi, merci à Colline, parce que c'est elle qui a mené cet appel d'offres, et c'était beaucoup d'éléments, 1 à fournir, 2 à analyser, et c'est pour ça que je remercie les membres de la commission, parce qu'il y a eu là aussi un gros travail d'analyse. On s'en sort moins, 1, on est assuré,
je vous rappelle, dans les priorités, et beaucoup de collectivités ont connu des soucis. 2, on n'a pas connu les affres, ce qu'on a connu sur la police flotte auto, où là on a subi des dictats et en prenant beaucoup d'augmentation. Et sur ces 3 autres lots attribués, et on espère le 4e, je pense qu'on s'en sort à des conditions qui sont acceptables. Ce qui me chagrine toujours par rapport à ces assurances, c'est que notre ratio de sinistres sur prime, qui devrait être l'élément moteur de la tarification, va sortir entre 30 et 42% sous votre contrôle. C'est-à-dire que l'assureur va nous redonner 30 à 40% sur la base des sinistres passés, mais si on se projette en disant c'est les mêmes, voilà, c'est-à-dire, alors que d'habitude, c'est plutôt entre 70, allez, on va dire 70-80, j'exagère avec le 80, mais 70% qui est sur lequel le ratio devrait être. Voilà, mais malheureusement, l'appel d'offres fait que l'assureur vous dit, je vous pique 7 sur 10 parce que pour me le mettre dans ma poche, puisque je vais vous rembourser 3. Voilà, c'est malheureusement comme ça, donc je vous propose... Oui, Christelle. Alors, juste une petite question. Risque cyber, je comprends bien que c'est par rapport au réseau informatique, mais qu'est-ce qu'ils peuvent nous assurer ? Ça veut dire quoi ? C'est nous assure, c'est de la remise en état, par exemple, des données, parce que l'important, c'est quand tu es hacké ou quand tu es là-dessus, tu peux avoir des frais importants de remise, de restauration des données, de restauration des services. Donc c'est ça qu'on assure. Pour être assuré, et c'est des coûts, vous avez vu, qui sont relativement bas, 2 380 €, alors que la prime est basse par rapport au coût potentiel. Mais tout ça parce qu'on a fourni tout ce qu'on avait d'ores et déjà en termes de protection, de sauvegarde, des éléments qui ont permis aux assureurs de dire OK, le risque existe, parce que la première personne qui me dit qu'on n'a aucun risque cyber, qu'il vienne me voir, on pourra discuter. Donc, mais la restauration des données peut être très très chère. Donc voilà, on n'avait pas ce risque-là de couvert. On pense qu'il est important, enfin, la Commission en a conclu comme ça, qu'il est important de se couvrir de façon raisonnable, avec des montants qui peuvent être importants en cas de sinistre de cette nature-là. Et on voit personne n'est à l'abri, quoi. Voilà. Oui, Olivier, oui. Oui, moi simplement tu disais que les assureurs ne remboursent qu'en gros 40% par rapport au taux des primes. Oui. C'est déjà une chance parce que ça veut dire qu'on n'a pas trop d'accidents. C'est une bonne chose. Ouais. Et simplement pour aider François dans le secrétariat, je pense que la date que tu as annoncée de la commission d'attribution n'était pas cohérente par rapport à j'ai dit quoi ? J'ai pas... Tu as dit le 10 novembre. C'est 10 octobre, mais c'est parce que j'ai écrit 10 novembre sur mon papier. Ouais. Donc, j'ai lu bêtement. Pour le secrétaire de séance. Ouais, j'ai lu bêtement ce qu'il y avait sur le truc. C'était bien le 10 octobre. Et les membres de la commission peuvent me confirmer que c'était le 10 octobre. Merci Olivier. Oui. Moi, je n'avais pas fait attention. Donc, c'est bien le 10 octobre que la commission s'est réunie et est arrivée. Merci à toi de ta vigilance. Donc, on passe au vote. Donc, qui est pour ? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Donc le point suivant, c'est François. Restauration de la halle et du beffroi, avenant numéro 1 au marché de travaux des lots 1, 2, 3 et 7. Par délibération en date du 20 juin 2024, le conseil municipal a attribué les marchés de travaux pour la réhabilitation de la halle et du beffroi d'un montant total de 1 912 947,54 € hors taxe, soit 2 295 537,05 TTC. De par la nature des travaux, il était difficilement envisageable d'avoir une connaissance exhaustive des reprises à réaliser, même si un diagnostic a été effectué. Pour certains lots, il est nécessaire d'ajouter des prestations pour intégrer les travaux de restauration de la charpente en bois au-dessus de l'escalier du campanile, permettre le changement des voliges dans sa totalité suite à l'état sanitaire plus dégradé que prévu constaté après l'installation des échafaudages, ajuster les travaux d'électricité pour intégrer des protections différentielles et modifier les caractéristiques des points lumineux à la suite des essais nocturnes. Sur la base des prix forfaitaires, l'incidence est la suivante. Pour le lot 1, maçonnerie taille de pierre, je vous lis uniquement le montant de l'avenant.
En TTC, 2938,08 €, ce qui fait un pourcentage rapport au montant initial du marché de plus 0,4. Le lot 2, Charpente, montant de l'avenant 11 984,88, plus 2,2%. Couverture étanchéité, 20 894,40, plus 3,7%. Le lot 7, électricité, 19 963,99, plus 7,9%. Le coût total des marchés de travaux des lots 1 à 7 après avenant s'élève à 1 959 432 € hors taxe, soit 2 351 318,4 TTC. Pour rappel, les financements obtenus sur cette opération s'élèvent à 57,4%, étant entendu que des demandes de subventions complémentaires sont en attente de traitement. Il est proposé d'approuver les avenants numéro 1 au lot numéro 1, 2, 3 et 7, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer les avenants correspondants. Avez-vous des questions? Pas de questions? Qui est pour? Pas d'abstention, pas de refus. Merci. Allez. À propos du beffroi, je peux juste poser une petite question? Oui. Parce que je dois être comme la plupart des Revellois, quand je passe, je regarde s'il y a l'horloge ou pas. Et alors je voudrais savoir à quel moment elle va réapparaître, parce que... Le 16 décembre, si tout va bien, le 16 décembre. Ah, merveilleux. Merci, François. Elle devrait être installée le 16 décembre, je crois. Alors, de mémoire, je ne sais pas si les essais sont prévus le même jour, mais pour le 19 décembre, ça devrait fonctionner de nouveau. On devrait l'entendre de nouveau sonner. Merci. Pas d'autres questions? Allez, on passe au suivant. Oui, bien sûr, François. Aménagement de terrain de sport à proximité du groupe scolaire Roger-Sudre, avenant numéro 1 au marché de travaux du lot numéro 2. Par délibération en date du 4 avril 2024, le conseil municipal a attribué les marchés de travaux pour le projet d'aménagement de terrain de sport à proximité du groupe scolaire Roger-Sudre. Les travaux du lot numéro 2, conteneurs maritimes, ont été attribués à l'entreprise Pixis pour un montant estimé à 141 726,77 €, soit 170 072,12 TTC. Pour la complète réalisation des travaux, il a été nécessaire d'intégrer des travaux supplémentaires de raccordement électrique pour l'alimentation des conteneurs. Les modalités d'intervention d'Enedis n'étant pas totalement arrêtées à la date de signature de ce lot, un branchement supplémentaire a dû être réalisé. Cette modification génère une plus-value de 5 773,75 € hors taxe, soit 6 928,50 € TTC sur le montant du marché. L'incidence financière pour le lot numéro 2 est la suivante. Donc, lot numéro 2, conteneur maritime, montant initial 170 072,12, avenant 1 en TTC, 6 928,50, nouveau montant en TTC, 177 000,62 €, ce qui fait plus 4%. Pour rappel, les subventions obtenues pour ces travaux s'élèvent à 40%. Je vous propose d'approuver l'avenant numéro 1 au lot numéro 2, conteneur maritime, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer l'avenant correspondant. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Allez, Toujours toi, François. On continue. Touche pas une équipe qui gagne. Jamais. Enfin, si, mois de mars. Réhabilitation et extension des vestiaires du terrain d'honneur au stade municipal. Pénalité de retard des lots 1, 3 et 8. Par délibération du 20 juin 2024 et du 11 septembre 2025, la commune a approuvé l'allongement du délai d'exécution des travaux de réhabilitation et d'extension des vestiaires du terrain d'honneur jusqu'au 28 juin 2025. Une réception avec réserve a été prononcée le 8 août 2025. La visite de la commission de sécurité qui a eu lieu le 8 octobre 2025 a fait l'objet d'un avis favorable. Dans le cadre du règlement financier des marchés de travaux, la commune a demandé au maître d'œuvre, qui est également missionné pour la mission d'ordonnancement, le pilotage et la coordination, l'OPC, du chantier,
de justifier le dépassement du calendrier d'exécution et d'appliquer le cas échéant des pénalités prévues par les documents contractuels. Sur la base des éléments transmis par la maîtrise d'œuvre, la commune a informé les entreprises des pénalités encourues en les mettant en demeure de justifier leur retard sous un délai de 2 mois conformément à l'article 19.2.4 du cahier des clauses administratives générales, le CCAG, applicable au marché de travaux. Des pénalités ont également été appliquées pour absence aux réunions de chantier, comme mentionné à l'article 6.2 du cahier des clauses administratives particulières, le CCAP. 3 entreprises sur les 6 concernées ont adressé leur observation, à savoir les entreprises SBR, lot 1, pour 2100 €, FELS, lot 3, pour 900 € et M3, lot 8, pour 5500 €. Elles exposent pour l'entreprise SBR et sur la base d'échanges de courriels des retards dans la transmission des plans définitifs par la maîtrise d'œuvre. Pour l'entreprise FELS, et sur la base du calendrier d'exécution, des convocations aux réunions de chantier alors que son intervention ne concernait que la fin du chantier. Pour l'entreprise M3 et sur la base d'échanges de courriels, des erreurs de conception de la maîtrise d'œuvre pour la pose du carrelage et des retards de validation pour respecter le calendrier. Compte tenu de ces éléments, il est proposé de ne pas appliquer les pénalités de retard à ces 3 entreprises sur la base des éléments exposés ci-dessus. Avez-vous des questions? Les autres, elles n'ont pas contesté les pénalités, donc du coup, on maintient les pénalités. Là, les entreprises en question ont fait valoir des arguments en disant « vous m'appliquez des pénalités que je conteste ». C'est pour ça qu'on est rentré en discussion avec eux et qu'on accepterait de lever ces pénalités quelque part indues. Oui, moi je voulais simplement dire la maîtrise d'œuvre, apparemment pour au moins ces 3 entreprises a eu des défaillances sur la coordination. Est-ce que la maîtrise d'œuvre est aussi comptable que les entreprises dans l'aspect pénalité? Non. Non, mais ça a été un chantier. On l'a fait X fois, on ne va pas y revenir dessus, et un défaut de maîtrise d'œuvre. Mais c'est là où on touche, et je m'adresse aux sénateurs, aux limites des marchés publics, où on vous oblige à prendre après d'offres les mieux-disants entre guillemets, et on peut être amené à prendre des intervenants qui, au fur et à mesure, démontrent qu'ils n'ont pas forcément ou qu'ils ne mettent pas en œuvre toutes les compétences nécessaires. Je vais le dire ça de façon un peu soft. Et on a eu beaucoup, et certains autour de la table ont passé beaucoup de temps avec cette maîtrise d'œuvre pour finaliser ce projet. Et ça y est, on est arrivé au bout. Ouf, j'ai envie de dire, parce que la maîtrise d'œuvre a été très compliquée. Mais c'est les limites je le dis, c'est mon cheval de bataille sur des systèmes des marchés publics où vous partez avec des gens en vous disant « Waouh, je suis obligé de le prendre », mais voilà, je suis obligé. On a les mêmes soucis dans le privé. Hein. Oui, mais on a plus de latence, quoi. Les projets sont peut-être moins gros, mais notamment sur les constructions immobilières et compagnie, vous prenez quelqu'un... Mais tu choisis mieux tes intervenants, c'est toi qui choisis, quoi. Là, parfois, c'est la limite du marché public. On comprend qu'il y ait des règles de marché public pour éviter des abus, mais à l'inverse, on sait quand même qu'on a un tarif spécifique aux collectivités, ce qui vaut 10 dans le privé, vaut plutôt 13 ou 14 ou 15 dans les éléments, et que tu es obligé de co-signer avec des gens qui forcément t'auraient pas forcément signé avec eux, quoi. Donc voilà. Donc là, sur ces pénalités, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sur cette levée de pénalités pour tenir compte des arguments factuels des entreprises concernées? Pas d'abstention, pas d'avis contraire. Merci. Merci. Pascal, on notera que Pascal ne participe pas au vote, puisque les sociétés SBR, même si, mais il vaut mieux là aussi être SBR. Annie, tu vas donner du terrain gratuitement. Oui, bien entendu, à mon cher lycée.
Cession d'une emprise à la région d'Occitanie pour la construction d'un hangar de stockage, lycée des métiers de l'ameublement et des arts du bois, le LAB, de Revel. Dans le cadre d'un besoin pour le LAB concernant le stockage de billes de bois sur leur site, la région Occitanie a sollicité la commune pour l'acquisition d'une emprise foncière attenante au lycée. Il s'agirait de construire un hangar quadrilatère, rectangle fermé sur 3 côtés avec des élévations en bardage métallique laqué à 2 pentes. Les bacs métalliques de façade et ceux des couvertures seront de teinte proche de celle de la salle Omnisport située à proximité. La parcelle communale à découper est cadastrée section AH numéro 256 et l'emprise à détacher serait d'une superficie de 609 mètres carrés. Le branchement concernant l'eau d'irrigation nécessaire à l'arrosage du terrain de sport devra être déplacé. L'accès s'effectuerait par l'entrée existante du lycée côté rue André-Charles Boulle. Les clôtures présentes sur site seront conservées et des vives seront plantées sur les 2 côtés actuellement sans végétation. France Domaine a été saisie pour cette cession et a indiqué un prix de 7 500 € hors frais. Compte tenu de l'intérêt de ce projet pour les élèves du lycée, il est envisagé une cession à l'euro symbolique de cette emprise à la région. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'approuver la cession d'une emprise de 609 mètres carrés à détacher de la parcelle cadastrée section AH 256 à la région Occitanie pour les besoins du LAB. De céder cette emprise à l'euro symbolique compte tenu de l'intérêt public de cette opération. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à cette cession, d'autoriser la région à déposer l'autorisation d'urbanisme pour la réalisation de ce projet. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà, et le soutien, une fois de plus, on manifeste notre soutien important avec cette action à un élément phare de notre commune que représente ce lycée et sur lequel il faut dire combien on y est attaché. Donc merci de ce vote-là. Le point suivant, c'est la présentation du rapport d'activité 2024 de la communauté de communes aux sources du canal du Midi. Donc beaucoup d'entre vous ont voté ce rapport en conseil communautaire, donc je ne vais pas être trop long sur ce sujet-là. Enfin, vous rappelez les points clés du rapport, c'est le renforcement de l'attractivité touristique, avec en particulier la destination aux sources du canal du Midi et la transformation de l'agence, de l'office en agence, la contractualisation qu'on a eue avec Toulouse Métropole pour essayer de booster les éléments et la préparation, puisqu'on l'a signé en 2025 en finale. Bien évidemment, le service de la petite enfance avec le support apporté aux crèches, au service de l'enfance avec l'accueil de loisirs sans hébergement, la gestion de l'accueil de l'aire d'accueil des gens du voyage, voilà, pour prendre les missions. Moi, je voudrais juste mettre un petit focus parce que très souvent, on ne voit pas l'intérêt de l'interco. Vous rappelez que sur un budget de 11 264 000 de fonctionnement de l'interco, il y a 4 189 000 qui sont reversés en allocation compensatrice aux communes, les fameuses AC, qu'on est la caisse enregistreuse pour le syndicat des ordures ménagères pour 2 826 000 € et que les participations que vous avez en page 2 du rapport qui concerne le SDIS, qui était à l'époque une charge portée uniquement par les communes pour 537 000, pour le comité bassin d'emploi 102 000, pour les structures multi-accueil. Je parle que d'argent, je ne parle pas de
d'autres prestations en nature pour 314 000 euros, pour l'accueil de loisirs pour 185 000 euros. Bon, tout ça pour 1 887 000. Enfin, on voit où passe l'argent de l'Interco pour ceux qui se poseraient la question. Et donc sur un budget de 11,2 millions que je citais, quand on additionne uniquement ces 3 points, les AC, le CIPOM et les participations aux syndicats, pour 1 827 000, il ne reste que 2,4 millions sur lequel l'Interco a une possibilité d'interagir, ce qui est une des problématiques de l'Interco d'ailleurs, pour assurer des développements de projets plus ambitieux par rapport à ça. Voilà, c'est ce que je voulais mettre un petit peu en exergue en vous présentant ce rapport. Est-ce que vous avez des questions sur le rapport lui-même, pour ceux qui l'auraient lu et qui auraient des questions? Non, donc je vous propose de prendre acte, puisqu'on ne le vote pas, mais on prend acte. Point suivant, c'est le dernier point à l'ordre du jour, c'est les informations que je vous dois au titre des délégations que vous avez bien voulu me donner. Donc je vous informe de la fixation du tarif pour le spectacle Veille Badinter qui s'est déroulé le mardi 7 octobre à la salle Claude de Guarro pour une entrée unique à 10 €. Et je dois dire que si vous avez l'occasion, pour ceux qui n'ont pas pu être présents ce soir-là, de voir ce spectacle, je vous encourage fortement à aller le voir. Ça, voilà, ça ouvre, et en particulier sur la hauteur que pouvaient avoir certains politiques à certaines époques, et avec des capacités à se projeter, et pour les deux sont 2 bels exemples. Je pense que certains de nos parlementaires, je ne parle pas pour les sénateurs, pourraient prendre exemple des capacités d'engagement, de hauteur de vue qu'avaient certains de nos prédécesseurs, et de certains éléments, avec des éléments aussi forts qui étaient l'abolition de la peine de mort et la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Je pense que c'était des grands moments, et ce spectacle, enfin, pour ceux qui était vraiment très bien fait et porteur de sens. De la fixation de la composition de la commission technique dans le cadre de la phase projet du concours de maîtrise d'œuvre pour la requalification du tour de ville des allées Charles de Gaulle, avec des membres qualifiés, les bureaux d'études SCE, intervenant en qualité d'assistance à maîtrise d'ouvrage AMO sur le projet, des agents municipaux intervenant au service technique, à la police municipale, à l'urbanisme, au programme Action Cœur de Ville, mobilisés pour l'expertise technique et leur connaissance du territoire. Là aussi, c'est un dossier important qui peut être très structurant, et qui sera très structurant pour la ville à horizon 2040-2050. Et la phase de sélection est en cours, et pour ceux qui peuvent y participer, et c'est un moment là aussi très intéressant de notre mandat. De la demande de subvention pour la phase 3 des travaux de restauration de la halle, du beffroi et de son beffroi, pour 101 500 € auprès de la DRAC Occitanie, de 60 000 € auprès de la région Occitanie, là aussi. D'un dépôt de plainte pour dégradation aux salles Omnisport dans la nuit du 26 au 27 octobre 2025. Des individus ont dégradé les systèmes d'ouverture électronique des portes des salles Omnisport, et le préjudice est estimé à plus de 3 000 €. Voilà, ils se sont amusés la nuit à nous casser tous les badges d'accès, ce qui a posé quelques petits problèmes d'accès le lendemain matin, et indépendamment des frais de remise en état. De l'attribution de concessions funéraires, vous me permettrez de ne pas citer, vous l'avez dans votre dossier assez clairement par rapport à ça. Voilà pour les informations que je vous devais, et je vous en devais une autre qui me semble importante. Nous avions ouvert le débat, ou du moins la discussion par rapport à l'armement de la police municipale avant l'été, avant de partir, et pour vous informer qu'après consultation, nombreuses consultations d'élus, de personnel, etc., j'ai pris la décision, puisque c'est une décision du maire, de demander à monsieur le préfet l'armement de notre police municipale. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose, malheureusement, vers lequel il faut aller. Donc voilà, j'ai poursuivi mes investigations et pris cette décision. Alors concrètement, c'est pas pour demain, parce qu'il faut l'accord du préfet, bien évidemment, signer les conventions, ce qui devrait être fait assez rapidement, former les personnels. Une fois de plus, le point important, c'est de ne pas lâcher comme ça là-dessus, et il y en a au moins pour 6 mois. Donc ça veut dire qu'à horizon, la mise en place est envisagée
quelque part dans le premier semestre 2026, mais plutôt à la fin du premier semestre 2026, que tout de suite. Voilà, ça je voulais quand même vous en informer, puisque j'avais ouvert cette question-là lors d'un précédent conseil municipal. Voilà. Des questions, des remarques sur tout sujet que vous souhaiteriez? Oui, moi je vais essayer d'être plus léger par rapport à l'armement. Oui. Simplement pour souligner qu'une entreprise d'assurance et de mutuelle offre à la mairie, au cours du mois de septembre, 50 arbustes à planter. À offert alors? Offert. C'est du offert. À offert. Je parle au passé, puisque c'était en septembre. Non, c'est là. C'est là, novembre. Donc la date n'est pas bonne, hein, partout mal au centre. Je te remercie. Merci à elle, mais on peut la citer. Enfin, oui, c'est Groupama. C'est le Groupama, donc voilà, il n'y a pas de honte à supprimer, voilà. Qui n'a pas répondu d'ailleurs à l'appel d'offres. Mais Groupama, on prend bien volontiers les arbres. Voilà. Ok, merci à eux. On fera ça a été publié, on a fait un courrier, je me retourne de remerciements. Donc, non, voilà. Je crois que pour le moment, tout a été fait de façon par mail et de façon verbale. Voilà, mais ça serait on se le note avec Benoît de faire. On verra ça au moment de la réception des arbustes. Oui, et tout ça. Pour de faire un courrier officiel de remerciement. Oui, d'autres. Vas-y, oui, allez. Je voulais juste, puisque François en a parlé des phases de travaux. On a toujours, et comme on arrive à la fin de l'année, on a toujours le financement participatif du Beffroi. C'est pour tous ceux qui nous suivent à la télévision. Et donc, on a atteint presque les 100 000 euros. J'espère qu'on passera à la fin de l'année les 100 000 euros de participation citoyenne sur ces travaux du Beffroi. Merci de rappeler ça. D'autres demandes d'intervention? Donc, je vous remercie. Donc, date du prochain conseil municipal, Benoît? 18 décembre, sur lequel on votera le budget. Je ne dis pas de bêtises? Je ne dis pas de bêtises. Donc, ok, parfait. Merci à vous. Bonne soirée et à bientôt.